Alors bonjour Narendradas, nous sommes ici pour parler donc du Svara Tantra, l'objet principal de l'agenda Kalavidya 2025. Donc pour commencer, on va définir le Svara Tantra. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement le Svara Tantra et peut-être définir les mots Svara et Tantra? Et Tantra, ok. Donc le Svara Tantra, il faut déjà déterminer qu'est-ce qu'on appelle Tantra. Donc le Tantra en fait a plusieurs définitions, mais il y a une définition qui est très très simple, c'est que le Tantra en fait peut être traduit comme science, technicité, quelque chose en fait qui s'élabore dans quelque chose de pratique. Par exemple en Ayurveda, on a une science qui s'appelle Agada Tantra, qui est un ensemble de techniques qui permet de purifier un poison, de transformer un poison pour qu'il puisse être utilisé comme un remède. Okay. Donc des tantras, en fait, en Inde, il y en a beaucoup. Par exemple, comment on appelle ça ? Le Shalya Tantra, c'est la chirurgie. Donc toute la technicité de comment utiliser les outils en fait d'incision, les forceps, etc. est un tantra. Donc quand on parle de Svara Tantra, c'est la science, un ensemble de techniques, en tout cas une cohérence dans une forme de technicité qui amène à la compréhension de ce qu'on appelle Svara. D'accord ? Donc Svara, c'est littéralement l'onde portée par le souffle. Ok ? Donc il y a plusieurs traductions en sanskrit du mot swara. Une traduction qui s'en rapproche, c'est celui de voyelle. Les voyelles en sanskrit s'appellent svara, puisqu'on part du principe que c'est un son qui est pur. A, I, ou, d'accord, qui ne sont pas déviés ni par le palais, ni par les lèvres, ni par les dents, ni par la gorge. D'accord ? Donc on appelle ça des sons purs, et on les relie à une entité qui est Shiva. D'accord ? Donc là, quand on parle de tantra, je reviens sur cet aspect de technicité et de science. Généralement, c'est un dialogue entre Shiva et Shakti, entre Shiva et Parvati, qui corrobore en fait le fait que la pure conscience initie à l'énergie une forme de méthodologie. D'accord ? C'est ça qu'on appelle tantra en fait à la base. Donc Svara, ce sont les sons purs de Shiva qui ne sont pas encore déviés par l'aspect matériel des choses. D'accord ? Donc en sanskrit, on a 16 sons purs, dont un est le bindu et l'anusvara qu'on ne considère pas comme des voyelles. Donc on va dire qu'il y a 14 voyelles qu'on considère comme svara. Et cette subtilité du son non dévié, c'est ce qu'on observe dans le souffle, dans une observation où on ne cherche pas à modifier le souffle. Donc ces svaras s'expriment en fonction de ce qu'on est en train d'expérimenter. Et le Svara Tantra, c'est la science qui détermine comment observer ces variations en fait du souffle. Okay. Et par rapport aux autres techniques de respiration yogiques comme les pranayamas, comment tu situes le Svara Tantra ? Alors justement, cette observation pure de ces lettres, de ces vibrations pures dans le souffle, nous amène quelque part à ne pas chercher à dévier ou ne pas chercher à manipuler. Ce n'est pas le but du Svara Tantra que de manipuler en fait le souffle. Ce qu'on cherche à faire dans le pranayama, où on cherche à à augmenter certaines phases du souffle dans sa phrase, soit les inspire, soit les expire, soit les suspensions qui peuvent être hautes ou basses, d'accord, donc souffle plein ou souffle vide. Le pranayama va chercher à trouver une forme de rythmicité, de proportionnalité dans ces 4 phases en fait du souffle. Dans le Svara Tantra, on cherche à observer ce qui est. Donc on l'observe et potentiellement on se met en capacité
d'analyser. Mais le but premier, c'est une simple observation du souffle. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette pratique est venue à toi? Dans tes études en Ayurveda peut-être Oui, alors en fait, c'est quand je faisais mes études à Jamnagar, ça devait être dans les années 2011-2012. Je m'intéressais de très près en fait à la prise du pouls, ce qu'on appelle le Nadi Pariksha. Et dans mes nombreux échecs de comprendre le pouls, puisqu'à l'époque je n'étais pas du tout mentoré pour le pouls, il faut savoir que c'est pas évident en Inde de trouver quelqu'un ou des lignées qui transmettent l'enseignement du pouls, bien qu'on pense qu'en Ayurveda tous les médecins prennent le pouls, mais il y a peu de personnes qui sont capables de l'interpréter. Parce que justement, ce qu'on cherche dans le pouls, ce n'est pas nécessairement à observer les battements du cœur, mais d'interpréter justement ce qu'on appelle le nad, c'est-à-dire la chanson, le son, les différents sons, les différents svaras qu'on trouve en fait dans la pulsation sur l'artère radiale et qui se transmettent au corps. Et donc dans les années 2012-2013, quand j'ai commencé à vraiment introspecter le pouls et à être guidé par mon maître Shivananji, il m'est apparu qu'en prenant le pouls de certaines personnes, j'avais des variations dans mes narines, c'est-à-dire que une narine s'ouvrait, une autre se fermait, que mon air qui passait sur le bas de la narine se mettait à passer sur le haut de la narine, et du fait que je pratiquais la méditation déjà depuis plusieurs années et que cette pratique de méditation qu'on appelle Anapanasati est une pure observation du souffle tel qu'il est, et que cette technique de méditation m'aidait à tenir mon attention dans une continuité quand je prenais le pouls, ces variations sont devenues assez claires assez rapidement. Et un jour, je me suis présenté à mon maître et je lui ai posé la question, mais en fait, quelle est l'origine en fait du Nadi Pariksha? Voilà, donc il est resté assez silencieux, et quand j'ai commencé à toucher mon nez pour lui montrer mon nez, il m'a dit oui, c'est la respiration, ce sont les modifications en fait du prana qui se font naturellement dans notre capacité à dialoguer en fait avec tout ce qui est en train de changer autour de nous. Et donc quand je lui ai parlé de Svara, il m'a dit oui. L'origine en fait de cette observation, c'est les variations en fait du Svara, c'est-à-dire de tous ces sons purs, plus ou moins déviés, qui pour nous interprétés dans le pouls et en regard des narines, qui sont un outil parmi d'autres dans l'observation du pouls, nous renseignent sur qu'est-ce qui est en train de changer dans le corps et dans son rapport à des changements qui sont dans des facteurs extérieurs comme le chaud, le froid, l'humide, le sec, etc. Et quand tu as continué à pousser un peu ton expérimentation sur l'observation de ton souffle, du Svaratantra, est-ce que ça t'a apporté, est-ce que tu as vu des changements s'opérer en toi? Qu'est-ce que tu as pu vivre? Alors bien sûr, parce que dès que j'avais, on va dire, dès que mon maître m'a donné, m'a certifié la piste, bah bien sûr j'ai voulu l'observer. Et c'était pas évident de le faire, puisque autour de moi, quand j'étais dans le Gujarat, mon maître étant dans le Kerala, c'était pas évident qu'il me suive sur cet aspect-là. Et je pense que de ce que j'interprète aujourd'hui, il me sentait tout à fait capable en fait de le faire par moi-même, de par mon expérience de la méditation. Mais je me suis très vite inspiré de tous les textes anciens sur le Svara, ce qu'on appelle les Svara Shastra, qui ont été modifiés en Svara Yoga par certaines écoles de yoga, telles que l'école de la Bihar School, qui a été certainement une des premières à s'y intéresser et à la développer. Donc en lisant ces livres,
très vite j'ai vu que c'était, enfin ça m'a donné l'impression d'un fourre-tout, de tout un tas de choses, souvent contradictoires, qui donnaient un aspect assez intellectualisé en fait du souffle et de son interprétation en fait dans les svaras. Donc même si je me suis laissé un temps séduit par ces analyses intellectuelles anciennes, pour lesquelles j'ai énormément de respect, j'ai pris le pari de continuer mon exploration par moi-même du souffle, en essayant de voir quand est-ce que ce travail du souffle était peut-être le plus intéressant, quand est-ce que c'était le plus facile pour moi, comment j'observais en fait ces mouvements, ces changements en fait d'attributs dans une narine ou d'une narine en passant à une autre, et qu'est-ce que ça faisait en moi, qu'est-ce que ça déclenchait en moi. Et à force de pratique, je me suis aperçu que non seulement je n'arrivais pas totalement à analyser ce qui se passait, mais que ce qui se passait était au-delà de ce que je pouvais analyser, et que ça avait littéralement en fait transformé ma vie et ma perception de ce que j'explorais au quotidien, qui est et qui reste toujours l'Ayurveda, c'est-à-dire la connaissance de la vie. Donc ça m'a aidé à mieux comprendre ce que j'étudiais, à mieux me comprendre dans mon interaction avec les éléments, avec les doshas, et donc avec les saisons et les cycles du temps. Et du coup, ça m'a donné une perception en fait dans l'Ayurveda qui m'aide aujourd'hui, pour moi, pour ma santé, mais aussi pour aider toutes les personnes qui viennent me voir en consultation à mieux se saisir de l'Ayurveda comme un outil pratique. D'accord ? Je suis persuadé que c'est en s'explorant qu'on apprend le mieux. Les livres devraient venir à la fin pour confirmer, si on a besoin de confirmer certaines choses, plutôt que de devancer la pratique, et du coup de s'amener souvent dans des cul-de-sac intellectuels dans lesquels on cherche à correspondre à quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. Et c'est ça la subtilité du Svara Yoga, c'est de se laisser entraîner dans quelque chose de spontané et naturel, bien sûr d'intervenir, et dans le calendrier du Kalavidya, on a posé quelques micro-techniques pour aider cette observation et influencer un petit peu les svaras pour se remettre au diapason avec l'univers, pour justement garder cette intégrité en fait de la pratique et de se, comment dire, de se mettre en authenticité en fait avec ce dialogue du vivant. Et tu as commencé à l'aborder, la notion de temps, de Kala, et d'ailleurs on a choisi le titre de l'agenda Kalavidya, la connaissance du temps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'il me semble que cette notion de temps est très importante dans la pratique. Bien sûr, bien sûr. Et que c'est... En fait, il faut savoir que les yogis, les yoginis n'ont jamais déterminé le temps dans des notions d'heures, de secondes, de mois et d'années, mais dans le nombre de respirations. C'est-à-dire qu'ils comptent le temps en respiration. D'accord ? Par exemple, dans des textes, on va dire à l'entrée du Moyen-Âge, 11e, 12e siècle, on mesure le temps en 24 heures, on a 21 600 respirations. Ok ? Ce qui est intéressant aujourd'hui, et donc on considérait à l'époque, que 21 600 respirations en 24 heures devait te faire espérer que ta vie dure à peu près 120 ans. C'est-à-dire qu'une bonne vie est une espérance de vie qui t'amène à 120 ans avec un rythme de respiration et un nombre de respirations bien déterminé. Aujourd'hui, les études et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt à 25 000 respirations en 24 heures. C'est-à-dire que, au lieu d'être à peu près une moyenne de 15 respirations à la minute,
on est entre 17 voire 18 respirations à la minute. Donc, on table plutôt sur une espérance de vie aux alentours de 100 ans, pour dire qu'on a eu une bonne vie. Ok ? Donc, la notion de respiration et du temps sont complètement liées. Ok ? D'ailleurs, quand on divise le temps, on parle de saison. Quand on regarde à l'extérieur, et en Ayurveda, on a deux grandes saisons, ce qu'on appelle un solstice nord et un solstice sud. Donc le solstice nord, c'est quand le soleil à l'horizon, à midi, va vers le nord. Donc à midi, on regarde vers le sud, donc le soleil va vers le nord, donc il est de plus en plus haut, et il a tendance à tirer l'énergie des substances sur la Terre, d'accord ? Et le solstice sud, c'est plutôt la partie froide de l'année, où le soleil à midi, quand on regarde au sud sur l'horizon, a tendance à s'abaisser, et qui fait que le soleil est moins puissant, les jours sont plus courts, les nuits sont plus longues, et donc la Terre se nourrit. Automatiquement, ce rapport des saisons et des qualités que portent ces saisons va se retranscrire dans les changements et la rythmicité des svaras dans les narines. Et c'est ça qu'on est invité avec cette pratique du Svara Tantra à observer. D'accord ? Donc le rapport au temps et du coup le changement des qualités dans le temps, qu'on appelle kala. Ok ? Et qui a pour synonyme parinama, c'est-à-dire transformation. Puisque le temps, on peut l'observer, on peut l'apprécier parce qu'il transforme les choses. Les choses vieillissent et on a ces trois énergies de création, de maintien, de destruction qui définissent où est-ce que cette substance, cet objet se situe dans le temps. Ok ? De la même manière, cette notion de temps et des qualités qui caractérisent ce temps, par exemple, comme je viens de le dire, sur une saison, va se retrouver aussi en influence dans le souffle et influencer la rythmicité du souffle, mais aussi de toutes les couleurs, de tous les sons qui est porté par le souffle et de comment le souffle vient taper à l'intérieur de la narine. D'accord ? Et là, on est vraiment dans le vif du sujet du Svara Tantra et la nécessité d'un calendrier qui puisse guider cette pratique au jour le jour est essentielle. Okay. On a parlé justement de l'influence des saisons sur les narines et sur le Svara. Cette pratique, en quoi ça peut être un outil de prévention en fait pour notre santé et notre bien-être en général ? Alors déjà, on considère en Ayurveda, quand on détermine une substance, que ça soit un plancher, un toit, un arbre, une pierre, un être humain, un cheval, un renard, on détermine toujours une substance dans un espace-temps donné. C'est-à-dire que la valeur que j'ai ici et maintenant n'est pas la même si je suis par exemple ce soir chez moi à table devant mon assiette prêt à manger. D'accord ? Le Narendradas qui parle ici et maintenant, dans quelques minutes, ne sera pas exactement le même. Donc, de déterminer un espace-temps particulier est essentiel pour se remettre au moment présent, déjà, et d'initier un mouvement de conscience, et cette conscience, en Ayurveda, on l'appelle Dhanvantari, c'est-à-dire une intelligence innée, autorégulée, autorégulante, qui nous maintient en homéostasie avec un environnement qui, par le temps, change constamment, dans lequel on est obligé de s'adapter constamment, d'accord ? Et le fait de, en conscience, revenir à ici et maintenant, à une heure particulière, dans
une journée particulière dans l'année, dans une saison particulière, dans une heure particulière, nous amène en fait à recoordonner ces forces intelligentes et nous inviter à cultiver le discernement qui, selon l'Ayurveda, est le premier des remèdes. D'accord? Donc, au-delà d'une simple observation, c'est de réinitialiser et de cultiver un discernement qui nous empêche de développer un facteur essentiel dans les maladies selon l'Ayurveda qu'on appelle pragya aparada, c'est-à-dire une faute dans le discernement qui nous amène à trop faire ceci, pas assez faire cela, ou de le faire d'une mauvaise manière. D'accord? Donc c'est une habitude à prendre le matin qui nous remet en relation avec la lune, le soleil, ses polarités chaudes, froides, sèches, humides, dans un espace-temps donné, de nous situer là-dedans, et de mettre ce facteur d'attention et de conscience qui va déclencher, justement, ce rapport qualitatif à notre existence. D'accord? C'est-à-dire que le Svara Tantra, bien sûr, n'est pas une simple observation mécanique des svaras dans les narines, mais c'est aussi un exercice dans une continuité d'attention. Puisque, au final, c'est ça qu'on cherche à cultiver. Pour que spontanément, à force de pratique, les choses qui nous semblaient difficiles parce qu'elles se faisaient par automatisme chez nous, voilà, je me retrouve la tête dans le placard ou dans le frigo toutes les 5 minutes à grappiller un truc, à faire des choses que je sais ne sont pas bonnes pour moi, mais qui sont plus fortes que moi, tout doucement, ces habitudes perdent leur tenant parce que, d'une certaine manière, tu cultives à un moment donné de ta journée, mais aussi à d'autres moments de ta journée, le ici et maintenant, dans une attention au souffle qui fait le pont entre l'esprit et le corps, entre le corps et l'esprit, et te met en relation avec ton environnement, avec l'univers. Alors dans la pratique du Svara Tantra dans le calendrier, on parle beaucoup de l'heure de Brahma Muhurta pour commencer la journée accordée, mais c'est aussi une pratique que l'on peut faire tout au long de la journée d'observation et pour garder justement sa capacité d'attention c'est pas juste une pratique le matin au réveil en fait. Non. C'est pas juste une pratique le matin au réveil. En fait, c'est comme le yoga et la méditation. Souvent, on se lève le matin, on a ce qu'on appelle une sadhana, on est sur son tapis ou son coussin de yoga, on médite ou on fait des postures, on travaille le souffle, et le reste de la journée, en fait, c'est bon. En gros, j'ai fait mon job, voilà. L'idée, c'est, dans un espace-temps donné, on fait une pratique, et cette pratique doit nous aider à déclencher une forme d'attention qu'on va essayer spontanément de retrouver sur des micro-moments, ou des moments plus ou moins longs, dans la journée. Sans ça, la méditation et le yoga n'a que très peu d'intérêt en vérité. Et c'est simplement une habitude comme se brosser les dents, ou manger 1 ou 2 ou 3 fois par jour. Voilà, ça n'apporte pas vraiment, toute la force et la puissance de ce qu'on met en œuvre. Ok? Donc, bien sûr, il y a une heure très particulière le matin, d'accord, qui fait que les rayons du soleil et le champ magnétique terrestre a un impact très particulier sur notre champ énergétique personnel, et qu'à ce moment-là, justement, la coordination entre le soleil, la lune et l'endroit où on est sur Terre ouvre quelque chose dans l'énergie, dans laquelle si on vient glisser notre conscience dans ce moment précis, clairement, on vient abondamment solliciter le discernement, le nourrir et le faire grandir. Mais ça n'empêche pas que cette attention au souffle et cette vigilance au svara dans les narines, et notamment d'être le témoin du changement
entre une narine et une autre, du basculement en fait du souffle d'une narine à une autre, a un impact énorme, extrêmement puissant sur la coordination corps-esprit. Et qu'on n'a pas besoin de chercher à comprendre le pourquoi Non. du comment, juste Non. observer. Bien sûr, l'idée en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un tas de trucs où il faut savoir et comprendre le pourquoi du comment. Même si dans l'agenda, on l'explique quand même un petit peu, ce n'est pas le but de cette pratique. Le but de cette pratique, c'est d'une certaine manière d'apprendre à se foutre la paix et à rentrer en paix avec quelque chose qui se fait spontanément. Et de voir que dans cette spontanéité, il y a un réel dialogue dans lequel tout se met en œuvre, bien que extérieurement, on n'est pas nécessairement dans une activité particulière. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre que c'est pas parce qu'on ne fait rien que rien ne se passe. D'accord ? Et du coup, d'être témoin de ça amène une forme de paix. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive plus à se poser. Puisque même le repos, en fait, c'est de se dire, je fais rien. Et vu que le monde file à toute vitesse, et puis que quand on allume nos portables, on voit que tout le monde court à toute vitesse, on a un petit peu de peur de rester à la traîne. Donc on fait tout un tas de choses, on perd notre discernement, et c'est là que le pragya aparada, c'est-à-dire la faute de discernement, nous amène à faire des choses qui ne sont pas naturelles vraiment pour nous, et qui viennent en fait nous mettre en défaut, en perte de résonance en fait avec l'univers, et c'est là que potentiellement on peut tomber malade. D'accord ? Donc on va pas dans le Svara Tantra essayer de prendre l'habitude de faire comme ce qu'on fait toute la journée, mais au contraire justement de se poser dans une simple attention au souffle. Et derrière, les changements sont extrêmement puissants. Bien au-delà de ce que l'on imagine. Bien au-delà de ce qu'on imagine. C'est ça que le temps est important et que même si au début on n'a pas conscience que ça nous apporte quelque chose, il faut se laisser le temps et de s'accorder ce temps-là, en fait, ça en vaut la peine. Tout à fait. Est-ce que pour toi cette pratique est accessible à tous ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. À tout le monde. Et l'agenda, en fait, est monté dans le sens où non seulement il y a cette pratique du souffle, mais même si on a des fois un petit peu du mal à rentrer dedans, c'est une réelle invitation à observer d'autres choses. Les saisons, l'impact des saisons, comment on se comporte dans ces saisons, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, on peut noter aussi la couleur de ses urines, de ses selles, si la langue est comme ci, si elle est comme ça, de quoi j'ai rêvé, qu'est-ce que j'ai fait, et ça peut devenir un vrai support où chaque mois, ou au bout de chaque semaine, ou peut-être au bout de, tous les trimestres, on peut refaire un petit, un petit check. Voilà, un petit check pour voir un petit peu, tiens, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et puis quand on va voir son thérapeute, et en fait, peu importe comment on l'appelle, ça peut être un médecin en Ayurveda, ou un thérapeute en Ayurveda, ou un thérapeute en médecine chinoise, peu importe. Quand on pose des questions, surtout quand on est dans une idée de terrain, voilà, comment tu fais pipi, quand tu vas à la selle, comment tu dors, voilà, je peux en parler, mais en plus de ça, je peux partager certaines choses avec le thérapeute que je consulte, et du coup donner des points importants qui vont nous encourager à continuer en fait à nous observer et de voir comment certains comportements impactent mon esprit, mon corps et sa dynamique. Et le souffle est le premier pas, la première chose en fait à regarder, puisque on se nourrit 2-3 fois par jour, on boit 1-2 litres selon le temps, etc., d'eau par jour, mais on respire 25 000 fois par jour. Et la question c'est, est-ce que une seule fois, j'y fais attention? Est-ce qu'une seule fois, j'ai été complètement conscient de toute la phrase de souffle et de comment ça joue dans mes narines? Voilà, donc si vous avez envie de commander l'agenda, que vous l'avez pas encore, je vous mettrai le lien pour le commander en dessous de la vidéo.
Merci pour toutes tes réponses. Merci Ingrid. Et bonne exploration à vous. Mm.